Bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1 aujourd'hui vendredi. À la une de l'actualité, le comité Côte d'Ivoire des conseillers du commerce extérieur de la France a une rencontre d'échange avec le chef du gouvernement ivoirien. Avec Ahmed Bakayoko, ils ont parlé de différents secteurs d'activité, notamment le numérique, le transport ou encore la fiscalité. Sur l'échiquier politique, ce 22 janvier marque la fin du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI avait prorogé le délai initial suite à une sollicitation des partis politiques. La schizophrénie, les troubles de la personnalité, l'anxiété généralisée, autant de maladies mentales très peu connues. On dit même souvent qu'il est impossible d'en guérir totalement. Qu'en disent les professionnels, incursion ce soir dans un domaine méconnu et qui fait souvent peur. Et puis en Éthiopie, précisément dans la région du Tigré, en proie à des conflits, l'ONU dénonce des abus sexuels, viols, agressions et manque d'accès humanitaire pour aider les victimes. Bonsoir à tous. L'énergie, le développement durable, le numérique, les transports ou encore la fiscalité, des sujets abordés par les conseillers du commerce extérieur de la France, reçus aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il s'agit de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et la France. Lancine Bakayoko. Cette rencontre avec le Premier ministre a été sollicitée par le comité des conseillers du commerce extérieur de la France, un réseau de 4500 chefs d'entreprise et experts en commerce international. Du numérique au transport, en passant par l'agroalimentaire ou encore le tourisme, presque tous les domaines d'activité économique ont fait l'objet d'échanges entre Ahmed Bakayoko et la communauté d'affaires française. J'ai rencontré le Premier ministre à titre amical et je lui ai proposé de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger avec les entreprises françaises. Les entreprises françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et l'objectif, c'était d'échanger de manière franche et sincère sur les difficultés, sur les projets et sur les engagements des entreprises françaises auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises qui planifient leur développement sur le marché ivoirien dans un partenariat gagnant-gagnant souhaitent un accompagnement du gouvernement, notamment en matière de fiscalité, de réglementation douanière et même des infrastructures. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses dynamiques aux préoccupations des hommes d'affaires français afin de renforcer le partenariat privilégié qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé français. Cette rencontre d'échange confirme la qualité du partenariat économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je salue également l'intérêt que vous portez tous aux politiques conduites depuis près d'une décennie sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a une vision, capter un niveau d'impôt pour induire des politiques d'investissement dans certains domaines qui sont sa priorité, développer le capital humain, développer des infrastructures de base qui elles-mêmes permettent au secteur privé de s'exprimer dans un environnement compétitif. Mais l'option stratégique de la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur privé fort, créateur de richesses et d'emplois, engendre aussi des contraintes. Des contraintes qui ont poussé à mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investisseurs. En ce qui concerne les pressions liées à la pandémie, Ahmed Bakayoko rassure que son gouvernement travaille déjà à un plan de riposte post-Covid-19. Notre stratégie, c'est de faire en sorte de continuer à bien gérer notre riposte sanitaire sans freiner la machine économique. Parce qu'on a bien vu que la remise en marche de l'outil économique est très complexe. On essaie d'avoir des décisions assez courageuses qui permettent de nous faire avancer prudemment et ensemble. Les conseillers du commerce extérieur contribuent à renforcer l'image de la France auprès des autorités économiques locales à l'étranger et facilitent ainsi les décisions d'investissement des entreprises françaises.
4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués le 13 janvier dernier dans une attaque contre leur convoi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu aujourd'hui les familles endeuillées. Il leur a traduit la compassion de la nation entière avec en tête le chef de l'État, Abou Sanogo. Visage endeuillé, les esprits toujours meurtris. Les parents des soldats de la paix ivoiriens tombés au champ d'honneur dans l'attaque perpétrée contre une patrouille des militaires ivoiriens en mission à Tombouctou au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une rencontre pour leur traduire la compassion et la solidarité de la nation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko les a assurés du soutien du gouvernement. Pour nous, ce sont des héros qui ont donné leur sang pour la paix. Et chacun de vous et chacun de nous doit être fier de leur sacrifice. Devant cette triste réalité, la seule chose qui vaille, c'est notre foi en Dieu. Nos soldats sont au Mali pour aider ces pays frères à retrouver la paix et la stabilité dans le cadre de l'intégration sous-régionale et l'équilibre dans notre sous-continent. Ils sont aux côtés d'autres pays pour empêcher que les terroristes contrôlent nos sous-régions et mettent en péril l'avenir de nos enfants et de nos pays. C'est au cours de cette noble mission qu'ils ont été victimes d'actes lâches d'individus sans foi ni loi le 13 janvier 2021. Je voudrais vous assurer que ce sacrifice qui leur a coûté la vie ne sera pas vain, car nous allons continuer à nous engager pour ramener la paix dans notre sous-région. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décidé de prendre en charge tous les frais liés aux obsèques de nos braves soldats. Les familles éplorées ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et au gouvernement. Au nom des veuves et des familles, je tiens à dire merci au président de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement, sans oublier le chef de l'état-major et ses collaborateurs, pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nous aider à oublier ces douloureuses épreuves. Vraiment, merci beaucoup. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, chaque famille des soldats tombés au champ d'honneur a reçu la somme de 15 millions de francs CFA. Notons que le chef de l'État présidera le lundi 25 janvier la cérémonie d'hommage à la mémoire des militaires morts au Mali. Après cette rencontre, le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a accueilli à l'aéroport d'Abidjan les corps de ces 4 casques bleus ivoiriens tombés au champ d'honneur. Ils ont été accompagnés par le général commandant de la MINUSMA. Le chef du gouvernement a salué la mémoire de ces hommes tombés pour la paix. Un hommage national sera donc rendu ce lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. On change complètement de registre à la police nationale, notamment les policiers exerçant dans la commune d'Abobo ont été dotés de véhicules et de motos. Le gouvernement les rend ainsi beaucoup plus opérationnels. C'est le Premier ministre qui a procédé à la remise officielle de ce matériel roulant dans le cadre des projets à impact rapide. Depuis ce vendredi 18h, la commission électorale indépendante CEI a mis fin au dépôt des candidatures pour les législatives du 6 mars prochain. Ce dernier jour a été marqué par une ambiance particulière dans les locaux de la CEI. Éric Goré. Les adversaires ne sont pas des ennemis. Voilà. Adversaires mais pas ennemis. Adama Bictogo, représentant le RHDP, et Georges Armand Ounien, représentant la plateforme EDS et les partis politiques, montrent l'exemple à suivre en ce dernier jour des dépôts de dossiers de candidature à la CEI pour cette élection législative. Les partis d'opposition que sont la plateforme EDS et le PDCI vont présenter plus de 100 candidats. Le PDCI RDA
et notre plateforme EDS. Nous sommes associés, nous sommes unis dans le cadre de l'opposition et nous sommes venus ici déposer nos candidatures. Nous comptons aller justement pour prendre le Parlement. Le rôle du député est bien défini par la Constitution et donc c'est ce rôle-là qu'il faudra jouer. Notre loi fondamentale dit que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Le député, comme vous le savez, le député, ce n'est pas un élu qui participe au développement. Il ne vote que les lois. Là, il faut être clair. Il ne faut pas aller mentir au peuple que je vais vous construire des routes. Non. Nous pouvons plutôt négocier auprès des gouvernements pour leur dire « Ah, dans telle région, on a un souci d'hôpitaux, on a un souci des routes. » Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix entend conserver ses sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel du 31 octobre. Cette élection à venir va donc définitivement montrer que le RHDP est le plus grand parti, que le RHDP est réellement le parti qui rassemble. De son côté, le Front populaire ivoirien, venu aussi ce dernier jour à la commission électorale indépendante pour déposer ses dossiers, compte présenter une 60aine de candidatures. Pour 2021, nous avons projeté de présenter une 60aine de candidatures. Nous avons des candidats au nord, nous en avons à l'est, nous en avons au sud, nous en avons à l'ouest, au centre. Tout est bien qui finit bien. Opposition et parti au pouvoir s'affronteront le 6 mars prochain dans l'optique d'avoir le contrôle de l'hémicycle. Mais pour cela, il faut remporter l'élection législative. Les organisations professionnelles de la presse et leur ministère de tutelle ont fait le bilan de l'année écoulée. Il a aussi été question lors de cette rencontre de jeter les bases pour encore plus de professionnalisme et de responsabilité en cette année 2021. Isaïo. Un bilan aux couleurs culturelles, prestations de l'Orchestre des femmes de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et des compagnies traditionnelles de danse. Le ministère de la Communication et des Médias l'a voulu ainsi pour faire la rétrospective des activités de 2020 et les perspectives de son département. Le GEPSI, Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, et la CAFSI, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, ont saisi cette opportunité pour égrener leurs difficultés et faire des doléances. Les éditeurs de presse et les journalistes font régulièrement leur autocritique et remise en cause, et ils ne perdent pas de vue que beaucoup reste à faire pour améliorer le contenu de leurs journaux. Au nom du personnel de nos entreprises, je voudrais vous demander de peser de tout votre poids pour le retour de la subvention à l'impression après 2 ans d'interruption. 460 panneaux illégaux ont été démantelés. 11 axes ont été traités sur un objectif de 21 grands axes à réorganiser. 76 axes secondaires ont été définis pour être réorganisés dans les 10 anciennes communes du district d'Abidjan. Porte-parole des structures sous tutelle, le directeur général de l'ISTC, Alfred Namoussa, a salué les efforts du ministre Sidi Tiboko Touré à équiper des structures de son département malgré la crise sanitaire mondiale. Les différentes équipes des sociétés d'État et établissements publics nationaux sous tutelle ont de l'expertise, de la volonté, de la détermination et de l'imagination à vous soutenir pour une image grandissante du département dont vous avez la charge. À son tour, le ministre de la Communication et des Médias a reconnu le travail colossal abattu dans tous les secteurs d'activité en dépit de toutes les difficultés. Votre contribution a été déterminante pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Je vous en sais gré et vous encourage à maintenir le cap pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Je retiens que dans tous les secteurs, nous avons enregistré des avancées malgré l'environnement globalement difficile. Au niveau du secteur audiovisuel, on note avec satisfaction l'extension du réseau TNT qui couvre désormais 70% des populations
avec en perspective une promesse d'achèvement de la construction du réseau en 2021. On a à ce propos le démarrage effectif de la diffusion au cours de 2020 de 3 nouvelles chaînes TNT portant l'ensemble à 6 sur les 7 attendues. Au bilan, il ne reste qu'une chaîne et nous espérons qu'elle démarrera de façon effective au cours de cette année. Le ministre Sidiki Moko Touré a salué les 3 places gagnées par la Côte d'Ivoire en termes de liberté de la presse, permettant ainsi au pays de passer de la 71e place en 2019 à la 68e place en 2020 au plan mondial. Il a, de ce fait, exhorté les journalistes à travailler selon les règles d'éthique et de déontologie. On parle santé avec la Covid qui occupe toujours le devant de la scène. Quel est le bilan en Côte d'Ivoire ce vendredi ? 564 nouveaux cas sur 5027 échantillons prélevés, soit 11,2% de cas positifs, 237 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte à la date du 22 janvier 26 315 cas confirmés, dont 24 356 guéris et 143 décès. Ce sont des chiffres en hausse que la Côte d'Ivoire enregistre donc depuis les 3 dernières semaines. Le nombre de cas actifs est lui aussi beaucoup plus important. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a officiellement communiqué sur les mesures édictées par le Conseil national de sécurité. Salima Toudia. C'est un gouvernement qui entend contrôler la reprise épidémique observée ces 3 dernières semaines avec la recrudescence du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle les mesures décidées par le Conseil national de sécurité. Premièrement, l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, dans les services publics et privés et dans tous les espaces publics. Deuxièmement, la stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. Troisièmement, la révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 à 5 jours. Enfin, quatrièmement, l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du jeudi 21 janvier au dimanche 28 janvier. En attendant une baisse du nombre de cas positifs, la surveillance épidémiologique, elle, est toujours maintenue. Nos indicateurs d'alerte n'ont pas été atteints, même si nous constatons un taux d'occupation d'environ 90 à 100% des lits dans les structures sanitaires privées. Afin de contrôler cette augmentation, le gouvernement appelle de nouveau les populations à redoubler d'efforts en se protégeant et en respectant strictement les mesures barrières. Le pays a enregistré à la date du 21 janvier 1490 cas actifs et 142 décès. On reste dans le domaine de la santé et on s'intéresse à la santé mentale, les troubles de la personnalité, la schizophrénie, la dépression, des maladies généralement mal connues. À l'hôpital psychiatrique de Bingerville, plus de 3000 patients sont hospitalisés avec de multiples cas de récidive. Peut-on parler d'insuffisance des traitements ou encore de mauvaise réinsertion sociale? Patricia Omouetia s'y est intéressée de près, suivant le dossier Vidici qu'elle nous propose ce soir. Faites de 900 mg une série de 6. Série de 6, c'est pour les sidérés. Nous n'avons pas les sidérés, nous sommes des malades mentaux. Je suis venue pour pouvoir aider les fous d'ici. Les gens disent que les gens sont fous. Mais en général, quelqu'un qui est fou, on ne peut pas lui donner des Valium. Ensemble, ils partagent une souffrance, une maladie invisible, la maladie psychique, un trouble aux multiples visages. L'hôpital psychiatrique de Bingerville héberge environ 80 personnes avec divers troubles en santé mentale. À 30 ans, Madi en est à sa 4e hospitalisation. Il est traité pour troubles bipolaires, une maladie mentale qui provoque le dérèglement de l'humeur. Bon, je fumais la drogue, le crack, l'héroïne. Bon, quand je prends ça, je fuis de la maison et me retrouve dans la rue. Je vole les parfums dans les supermarchés. Des témoignages sans faux fuyants qui permettent de comprendre leur cheminement.
La Vierge Marie s'est révélée à moi. J'étais dans une chambre comme ça et puis je l'ai vue. Comme lui, il n'a pas la vision, donc moi je vois. Donc elle veut travailler mon... L'hôpital ne dispose que de 6 psychiatres. Ce matin, la psychiatre Étienne Marie-Louise est en consultation. Elle travaille dans cet hôpital depuis 13 ans. Selon elle, on distingue différents types de maladies mentales. Les plus graves sont les psychoses. Elles altèrent profondément la perception de la réalité. Il faut savoir qu'il y a un taux de 8 à 10% de suicide chez les personnes qui en souffrent. La personne est coupée de la réalité. Elle a des hallucinations. Elle a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Elle peut être agressive. Le personnel soignant en santé mentale est aux premières loges pour constater les effets de la maladie mentale. Pauline a souffert de dépression. Elle témoigne comment elle a pu gérer son trouble avec l'aide du personnel soignant. Moi, j'ai fait une dépression. C'est à la suite de cela que je suis arrivée ici. Ça s'est manifesté comment la dépression? Au début, quand ça a commencé, je ne dormais pas. J'étais toujours agitée et à chaque fois, je délirais, je parlais. Et arrivé un moment, c'est à la suite de cela que j'ai été envoyée ici. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à respecter le conseil de mon psychiatre, tout ce qu'elle disait, j'observais, je prenais les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. Dépression, bipolarité ou schizophrénie. Quand ces pathologies se déclarent, le premier recours, ce sont les urgences psychiatriques. Pour ces médecins spécialisés, l'enjeu est de contenir les patients en crise. Quand un malade reste à l'hôpital psychiatrique, généralement, il y a un problème social. Sinon, un malade, normalement, ne fait que 23-24 jours. S'il est bien traité, il sort. Mais quand il sort, que le traitement n'est pas suivi par les parents, pour une raison qui leur est propre, mais le malade va rechuter. C'est ce qui explique que le malade, quand il sort, et puis la stigmatisation, il n'a pas envie que les gens sachent que lui, il est venu à Benjerville. Les médicaments, il ne les prend pas. Et quand on ne prend pas les médicaments pour une maladie, la maladie revient. Avec plus de 3500 hospitalisations par année, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Benjerville fait un plaidoyer pour qu'on donne plus d'importance et de moyens pour la prise en charge des malades. L'État nous permet de soigner ceux qui sont les cas sociaux avec les médicaments qui sont ici. Parfois, il y a des ruptures de ces médicaments-là. Il y a 2-3 mois, il était difficile de trouver, même actuellement, de trouver certains médicaments qui nous sont indispensables. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent à notre aide. Voilà. Et les médicaments, ils sont chers. Parce qu'un médicament dont la boîte coûte 18 000, c'est compliqué. L'aspect financier est également un frein à la prise en charge, explique encore Dr Diomandé. Dans ce contexte, surtout en zone rurale, les populations ont tendance à privilégier le recours aux guérisseurs et autres structures traditionnelles. Toujours selon le directeur de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, il existe des traitements, mais près des 2/3 des personnes que l'on sait souffrir d'une pathologie mentale ne vont jamais se faire soigner auprès d'un professionnel de la santé. Le rejet social, la discrimination et les négligences empêchent ces malades de bénéficier des traitements. Le traitement des maladies psychiatriques en Côte d'Ivoire, un dossier réalisé par Patricia Omou-Etia. Dans le secteur environnemental, la biodiversité est au cœur d'une rencontre du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les collectivités, la société civile et des experts du domaine se sont réunis afin de trouver de nouveaux mécanismes en faveur de la protection de la biodiversité, et cela sur les 10 prochaines années. Grâce Kando. Les Nations Unies ont décidé de mettre en place un nouveau programme post-2020 pour la diversité biologique. L'élaboration de ce nouveau cadre mondial implique la participation de chaque État partie. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'engage à jouer sa partition, d'où cette rencontre avec les parties prenantes pour recueillir leurs observations. 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année.
1 million d'espèces risquent l'extinction et de nombreuses espèces ont perdu jusqu'à 60% de leur population en 50 ans. Cette situation met en péril notre sécurité alimentaire, notre approvisionnement en eau, notre capacité à faire face aux maladies. Il sera question au cours des échanges de plancher sur de nouveaux objectifs afin de protéger la diversité biologique pour les 10 prochaines années. Le Fonds mondial pour la nature est aux côtés du gouvernement ivoirien pour apporter sa contribution. On a jugé utile de soutenir cette activité, surtout parce que cette activité va définir l'engagement et la position de la Côte d'Ivoire par rapport aux négociations de la COP15. La mise en place de la Fondation pour la protection des aires protégées, FPRCA, et surtout la gestion de la parc national de taille. Ça, c'est des choses qu'on a fait pour accompagner le gouvernement ivoirien. Un plan stratégique en faveur de la biodiversité a été adopté par les États parties à Nagoya, au Japon, en 2010. Ce plan stratégique comprend 20 objectifs subdivisés en 5 buts stratégiques. Mais force est de constater que les différents programmes initiés n'ont pas pu atteindre les objectifs visés. Selon les rapports nationaux remis au secrétariat sur la diversité biologique et les dernières découvertes scientifiques, seulement 7 sur 60 critères de réussite des objectifs ont été atteints, soit moins de 12%. Une rencontre d'experts sur la diversité biologique est prévue dans les prochains jours en Colombie afin de trouver des solutions durables. Le 15 décembre dernier, un nouveau ministre a fait son entrée dans le gouvernement, Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Et ce 22 janvier, il s'installe dans ses nouveaux locaux et dirige la toute première séance de travail avec ses proches collaborateurs. Amadou Ouattara. Plateau, tout A. Nous sommes au 8e étage. Ces locaux abritent désormais le cabinet du ministre de la Réconciliation nationale. Pour confondre les fake news qu'il annonçait sans lieu précis de travail, Kouadio Konan-Bertin a tenu à faire cette première rencontre ici. Au service de tous les Ivoiriens, le ministre affirme être prêt à assurer pleinement sa mission sans discrimination. Le président démontre chaque jour par les pas qu'il pose que c'est un ministère qui lui tient à cœur. Je ferai en sorte que mon cabinet et moi-même, nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, de la tâche. Je suis un homme déterminé. La réconciliation, heureusement, n'a pas de couleur politique. Ici, je le dis, c'est la maison des Ivoiriens. Je ferai appel à tous ceux qui veulent la paix, qui ont quelque chose à apporter, seront ici les bienvenus. Dans ce département-là, qui doit inscrire notre action dans la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État, parce que la paix, c'est pour nous tous. La rencontre a été marquée par la présentation de son directeur de cabinet et son directeur de cabinet adjoint, qui sont respectivement Afisa Berté et Dr Théodore Konimi. Dans les prochaines heures, le ministre de la Réconciliation nationale compte échanger avec les présidents de partis politiques. Il a aussitôt commencé. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas perdu de temps. Kouadio Konan-Bertin s'est rendu à la résidence du président du PDCI RDA, une rencontre à huis clos de près d'une heure d'horloge. Aucune information n'a filtré, mais selon le ministre de la Réconciliation nationale, il s'agit d'un pas très important dans le processus de réconciliation, de décrispation et pour la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. En sport, le Maroc a manqué cet après-midi l'occasion d'être le premier pays qualifié pour les quarts de finale du CHAN 2021. Les Lions de l'Atlas ont été accrochés par les Rwandais. Un but partout, les deux équipes doivent attendre la dernière journée de poule pour espérer se qualifier. Jean-Sylvain Esso. Comme le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo,
Le Maroc, tenant du titre, n'a pas su profiter de la deuxième journée pour obtenir son sésame pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont privé leurs adversaires du ballon sans parvenir à inscrire le moindre but. La seule action rwandaise est cette frappe à la 35e minute, sauvée par Zniti, le portier du Raja Casablanca. Malgré la volonté des deux équipes, le score n'évoluera pas. 0-0, score final. Avec ce point du nul, le Maroc totalise 4 points, quand le Rwanda en compte 2 et devra batailler dur lors de la 3e et dernière journée de poule pour espérer se qualifier en battant le Togo. En Éthiopie, précisément dans la région du Tigré, en proie à des conflits, l'ONU dénonce des abus sexuels, viols, agressions et manque d'accès humanitaire pour aider les victimes. Selon la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les conflits, des militaires profiteraient même des pénuries pour obliger des femmes à leur accorder des faveurs sexuelles en échange de produits de base. Et dans le même temps, les hôpitaux signalent une hausse des demandes de contraception d'urgence et de tests pour les MST. Merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 23 h avec Herman Guivet. Agréable fin de soirée à tous et à demain, 20 h.